Allez, c'est tout bon. Donc, ED, UE9, le 30 janvier. Vas-y, je t'en prie, tu peux partager ton document. Ok, alors, je vais le faire tout de suite. Euh, hop, alors, je regarde comment partager le document. Euh, je regarde juste comment mettre le document. Il faut que tu mettes partager et, Ah, euh, et après, tu partages ton écran. Tu peux partager ton écran et là, on va voir ton écran s'afficher. je cherche le partager, je ne le trouve pas. Appli, Le truc afficher les... central, non? Oui, il est sur le truc central. Partager. Ah oui, ah, merci. Hop, partager. C'est bon, normalement, ça marche. Je vais prendre celui-là. Bon, écoute, je sais pas, peut-être que je les ai prévenus un peu trop tard, mais c'est pas grave. Il y a peut-être des gens qui vont venir. Essaye de, voilà, de corriger comme ça, comme si on enregistrait et je leur ferai passer l'enregistrement. D'accord? Ok, allez, ça marche. Allez, De toute façon, dès que je vois qu'il y en a qui rentrent, je les très bien, accepte pas de comme souci. ça. Merci beaucoup. Merci, Dan. Bon, eh ben, bonsoir à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter l'enseignement dirigé. Donc, c'est un ED sur les plaquettes. Alors, c'est vraiment un type ED que vous pouvez avoir le jour du concours. Donc, on va le voir point par point ensemble, tranquillement, comment faire face à un ED comme ça, le jour de l'examen, les types de QCM qui risquent de tomber. Alors, déjà, donc, je pense que vous avez déjà lu le document. Donc, on va quand même le relire ensemble. Donc, je vais prendre, hop, je prends juste ma feuille. Voilà, avec la correction. Donc, on nous dit, les plaquettes circulent dans le sang et sont impliquées dans le phénomène d'hémostase de coagulation qui est mise en jeu lors d'une lésion vasculaire. Elles vont venir refermer la brèche, donc elles vont fermer une agrégation et le tout va être consolidé par un réseau de fibrines, produit et dégradation du fibrinogène lors de l'activation de ces plaquettes. Les plaquettes destinées à être transfusées doivent être conservées à une bonne température afin d'éviter tout risque bactériologique. Nous allons étudier la survie dans la circulation et dans différents organes de ces plaquettes après transfusion chez des souris et pour cela, on marque les plaquettes avec un isotope radioactif. Tout d'abord, on utilise deux types de plaquettes. Alors, ça c'est important à noter parce que tout le long de l'expérience, on va on aura deux types de plaquettes, les RT et les FC. Donc RT, vous voyez ici, et FC. Donc les RT, c'est des plaquettes qui sont stockées à température ambiante, et alors que les plaquettes FC, celles sont stockées d'abord au froid, donc à 0 degré, et après au chaud à 37 degrés. D'accord? Donc RT, plaquettes à température ambiante, et FC, c'est les plaquettes froid-chaud. On utilise ensuite, donc on les transfuse dans trois types de souris, dans des souris témoins, donc où on ne fait rien du tout, des souris KO, donc knockout,
Donc, hop, admettre. Donc, des souris KO pour le récepteur CR3 ubiquitaire des macrophages. Donc, c'est-à-dire que le gène codant pour le récepteur CR3 est inactivé. Donc, on a les souris témoins, les souris CR3-, donc ça veut dire qu'on a inactivé le récepteur CR3-, et les souris KO pour le facteur de coagulation de von Willebrand, donc VWF, qui se fixe sur une intégrine des plaquettes, GP1B, cette fixation qui active les plaquettes. Et on mesure le pourcentage de survie des plaquettes transfusées. Donc, on répète déjà pour que ça soit bien clair. Donc, on a deux types de plaquettes. On aura les plaquettes RT, donc qui sont stockées à température ambiante, et les plaquettes FC, qui sont, donc dans la courbe plus foncée, stockées à froid chaud. Ensuite, on va faire cette expérience sur 3 souris. Les souris témoins qui sont normales. Les souris CR3-, ça veut dire que le récepteur CR3, c'est un récepteur pour les macrophages, il est inactif. Et les souris VWF, donc VWF qui est un récepteur, un facteur de la coagulation qui est inactif. D'accord? Et maintenant, on va voir les questions. Donc, chez les souris témoins, la disparition des plaquettes RT est plus rapide au début. Donc, les souris témoins, la disparition des plaquettes RT est plus rapide au début. Est-ce que, selon vous, elle est plus rapide au début? Donc, dans la correction, on voit bien que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la courbe FC, elle chute beaucoup plus vite que la courbe RT. Effectivement. Hop. J'essaye de le remettre en grand écran. Voilà. Effectivement, quand vous voyez sur cette courbe, on voit bien que la survie, eh ben, elle diminue énormément, beaucoup plus rapidement pour les plaquettes FC que les plaquettes RT. D'accord? Elle, ça va durer beaucoup plus longtemps, alors que les FC diminue. Or, ici, on nous dit l'inverse. On dit que la disparition des plaquettes RT elle est plus rapide. Donc, c'est pour ça que c'est faux. Maintenant, chez les souris CR3-, la disparition des plaquettes FC est ralentie par rapport aux souris témoins. Donc, chez les souris CR3-, donc c'est celle-là, on dit que les plaquettes FC, elle est ralentie par rapport aux souris témoins. Donc, la réponse, elle est vraie, parce qu'effectivement, on voit bien que ici, ça descend chez les souris témoins, ça va beaucoup plus rapide, alors qu'ici, c'est plus ralenti. Le récepteur CR3 joue un rôle dans l'élimination des plaquettes RT. Donc, on nous dit que le récepteur CR3, il joue un rôle dans l'élimination, donc c'est vrai. C'est faux, pardon. Parce que quand on voit, en fait, qu'on inactive ou pas le récepteur CR3, on a exactement la même chose chez les plaquettes RT. Vous voyez bien que les plaquettes RT, contrairement aux plaquettes FC, on voit qu'il y a une différence entre la courbe des souris témoins et des souris CR3-, alors que la courbe RT, c'est exactement la même, que ce soit pour les souris témoins ou CR3-. Donc, ça ne joue pas un rôle dans l'élimination des plaquettes. Les plaquettes pourraient être éliminées par phagocytose grâce aux macrophages. Donc, ça, c'est vrai, parce qu'on voit bien que pour justement les plaquettes FC, eh ben, quand on leur enlève le récepteur, eh ben, elles vont être éliminées beaucoup plus doucement. Donc là, quand le récepteur CR3 est actif, on voit bien sur la courbe, ça veut dire justement qu'il joue un rôle. Donc les macrophages, comme ce récepteur, il est reconnu par les macrophages, ça joue un rôle dans l'élimination des plaquettes. Enfin, le facteur VWF joue un rôle dans l'élimination des plaquettes.
eh ben, on voit qu'il ne joue pas du tout de rôle dans l'élimination des plaquettes parce que quand on l'inactive, c'est exactement pareil que pour les souris témoins. Donc, ça veut dire qu'activé, il n'a pas de rôle dans l'élimination des plaquettes vu qu'on a exactement les mêmes courbes. Est-ce que c'est bon pour la question 1 pour tout le monde? Oui, c'est bon. Merci. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quoi que ce soit. Alors maintenant la partie 2. Intéressons-nous maintenant à la localisation des plaquettes 30 minutes et 24 heures après la transfusion. Donc là on voit en fait 30 minutes après et 24 heures après, où est-ce qu'elles vont se situer ces plaquettes en pourcentage. Donc, les plaquettes s'accumulent en majorité dans le cœur. Est-ce qu'on voit qu'elles s'accumulent en majorité dans le cœur? Ben, c'est bien faux parce qu'on voit que elles sont à 1 partout. Donc, c'est pas du tout le site préférentiel des plaquettes. Concernant les plaquettes RT 30 minutes après la transfusion, moins de 20% circulent encore dans la circulation générale. Donc, les plaquettes RT 30 minutes, donc on est dans cette colonne ici. Alors, 20% circulent dans la circulation générale. Donc, ça veut dire hors ces organes-là. Donc, si on fait 40, si on fait la somme de toutes ces plaquettes qu'on trouve, donc 10 plus 10, donc 20, plus 25, donc ça fait 45, plus 40, ça fait 85, donc on va dire 86%. 86%, donc 86% se trouve dans les organes, donc du coup, ça fait qu'il y a presque 20%, donc dans la circulation générale, donc ça semble vrai quand on fait le calcul. Donc on va voir. Donc, hop, j'essaie de mettre à la correction. Donc effectivement, c'est vrai. Après 24 heures de transfusion, on a la même répartition des plaquettes FC ou RT au niveau des poumons. Donc, après 24 heures, hop, au niveau des poumons, effectivement, sur cette lignée, on a la même répartition. On a 1% qui se trouve dans les poumons. Le foie est le site majeur de la capture des plaquettes FC. Donc, on regarde les plaquettes FC, le foie. Bah, effectivement, on voit bien que c'est le site majeur des plaquettes FC. Il n'y a pas de récepteur CR3 dans la rate. Donc, on regarde la rate. Hop. Donc, ça, c'est faux. Dans le long énoncé, on parle de récepteur CR3 ubiquitaire, donc présent dans toutes les cellules de tous les tissus d'organes. Donc, on le retrouve bien dans la rate. Donc, CR3, c'est vraiment le récepteur pour les macrophages au niveau des plaquettes et il se trouve dans tous les organes. Donc, il se trouve aussi dans la rate. Alors, maintenant, on étudie la forme des plaquettes avant transfusion et on réalise un immunomarquage de GP1B. Donc GP1B, je vous rappelle, c'est l'intégrine qui va permettre en fait l'activation de la plaquette. En microscopie électronique, en transmission, à la surface des plaquettes RT et FC. On observe ensuite, après transfusion, la survie des plaquettes RT et FC en présence de cytocalasine D. Donc c'est une molécule qui va perturber le cytosquelette ou non, ou avec ou non la digestion par une peptidase du domaine extracellulaire de GP1D. Donc, dans cette expérience, on va utiliser du cytocalasine D, donc qui perturbe la polymérisation des filaments d'actine, donc qui perturbe le cytosquelette, et on va utiliser une peptidase qui va justement digérer l'intégrine GP1B pour le cytosquelette, donc qui permet à la plaquette de s'activer. Et on va voir avec ces éléments qu'est-ce qui va se passer. Donc, les plaquettes RT sont plus arrondies que les plaquettes FC. Effectivement, oui. On voit bien qu'elles ont une forme arrondie, alors qu'ici, on a des filopodes qui se forment. D'accord? Donc, il y a juste à regarder le schéma.
Le froid semble modifier le cytosquelette des plaquettes. Alors, est-ce qu'on voit que le cytosquelette est modifié avec le froid? Donc c'est vrai, parce que justement, quand on fait le froid chaud, eh ben, on a des filopodes qui se forment, donc c'est le cytosquelette qui va permettre justement à la plaquette de se déformer. Le froid semble inhiber l'agrégation aléatoire de GP1B. Donc, est-ce qu'il inhibe l'agrégation de GP1B? Donc c'est faux, au contraire, parce qu'on voit que les intégrines GP1B, elles s'organisent de façon ordonnée, alors que le froid... Alors, en fait, on voit que dans l'ERT, hop, l'intégrine, c'est les petites boules, d'accord, qu'on voit. Donc ici, elles sont vraiment de façon ordonnée, donc à température ambiante, donc pour les plaquettes RT. Alors que quand on fait l'alternance froid-chaud, eh ben, elles vont se mettre de façon désordonnée un petit peu de partout, comme ça. Donc justement, ça n'inhibe pas l'agrégation aléatoire. On pourrait marquer le noyau des plaquettes au DAPI pour voir si ce dernier est également impacté par le froid. Donc là, c'est attention, c'est un piège. Parce qu'effectivement, le DAPI, c'est une coloration pour le noyau, sauf que les plaquettes, c'est comme les globules rouges, elles n'ont pas de noyau. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Et les plaquettes dans le foie peuvent être éliminées par les cellules de Kupfer. Donc ça, c'est vrai, c'est à connaître. Donc que les cellules de Kupfer, elles permettent l'élimination des plaquettes. Maintenant, la cytochalasine D perturbe la dépolymérisation des microfilaments d'actine. Donc ça, c'est à connaître, c'est du cours, en fait. C'est vraiment une molécule qui va perturber, alors attention, elle ne va pas perturber la dépolymérisation des microfilaments d'actine, elle va perturber la polymérisation. Donc, polymérisation, c'est on rajoute de l'actine, alors que dépolymérisation, on enlève. Donc là, la cytochalasine, elle perturbe la polymérisation. Ensuite, la cytochalasine semble diminuer la survie des plaquettes FC, donc on va voir. Donc dans les plaquettes FC, on voit que la survie, hop, elle n'est pas plus diminuée, parce que ici, en fait, quand vous regardez vos souris témoins, on a une courbe, en fait, on a deux courbes qui sont collées, la courbe FC et la courbe FC plus cytochalasine. Et on voit bien que les deux sont superposés, donc il n'y a pas d'effet. Donc c'est faux. La présence des agrégats de GP1B ne semble pas favorable à la survie des plaquettes FC. Donc on voit les agrégats GP1B. Donc quand on a la GP1B qui est digérée par l'enzyme, par la protéase, est-ce que c'est favorable à la survie des plaquettes FC? Donc c'est vrai, parce que si la peptidase elle vient digérer, donc inhiber GP1B, on voit que les plaquettes FC, elles survivent davantage. Effectivement, quand vous regardez, vous voyez bien que, hop, la survie, elle est augmentée. D'accord? Quand on rajoute la digestion. Les plaquettes dans le foie peuvent être... non, pardon. Là, voilà, ici. Donc, GP1B ne joue aucun rôle dans la survie des plaquettes RT. Donc, on voit les plaquettes RT. Donc, c'est faux. C'est exactement pareil que pour les plaquettes FC. On voit bien que, en fait, GP1B, ça joue un rôle, justement, dans la survie des plaquettes RT, comme des plaquettes FC. Les GP1B possèdent une sous-unité alpha et une sous-unité bêta. Ça, c'est du cours. Comme GP1B, c'est une intégrine a toujours sa sous-unité alpha et sa sous-unité bêta. Est-ce que c'est bon pour vous? Je continue. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, on étudie désormais l'impact de la glycosylation des plaquettes sur la phagocytose par les macrophages.
pour cela, on incube celle-ci avec des molécules donneuses de sucre et la galactosyl transférase active ou inactive. Donc UDP de galactose. Donc là, on va utiliser en fait des substrats. On va utiliser du galactose et du glucose. Et on va utiliser aussi la galactosyl transférase. Donc c'est l'enzyme qui va permettre justement le transfert de ce galactose. L'étude des sucres ajoutés sur ces plaquettes non perméabilisées, donc les plaquettes sont non perméabilisées, se fait par l'ajout de lectines se fixant sur les extrémités des arborisations sucrées. Donc on va avoir des lectines. Donc la lectine WGA, elle va se coller au glucose. D'accord? Et la RCA, elle va se coller au galactose. Donc on a un tableau comme ça. Maintenant, sans incubation, donc la surface des plaquettes FC est plus riche en résidus glucose que celle des plaquettes RT. Donc, quand on n'incube rien, donc voilà, les plaquettes FC, donc ici, elles sont plus riches en glucose que les plaquettes RT. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Parce que quand on voit sur cette colonne, dans la colonne rien, on voit bien que dans la colonne donc WGA, donc, qui fixe le glucose, pour les RT, il y a une fixation à 1, alors que pour les FC, donc c'est 2,5. Donc c'est plus pour les FC. L'incubation avec l'UDP galactose augmente la quantité de résidus galactose présents à la surface des plaquettes RT comme FC. Donc, quand on rajoute du galactose, hop, donc l'UDP galactose, il va augmenter la quantité de résidus RT comme FC. Donc ça, c'est vrai aussi, parce qu'on voit dans les deux côtés, on a 2,5 et 2,5. Donc c'est exactement, que ce soit pour les plaquettes RT ou FC, on a exactement le même chiffre. L'incubation avec la galactosyl transférase augmente le phénomène observé après incubation des plaquettes avec UDP galactose. Donc quand on met l'UDP galactose, donc l'enzyme, plus la galactosyl transférase, on nous dit qu'on observe le même phénomène, le phénomène observé pour les UDP galactose. Donc c'est faux. Quand on compare les colonnes numéro 3 et 4, on remarque que les chiffres sont exactement les mêmes. Donc on a exactement 2,5 et 2,5. Donc ça n'augmente pas le phénomène en fait. Qu'on rajoute l'enzyme ou pas, on a exactement les mêmes chiffres. La lectine reconnaît les sucres en milieu cytosolique. Donc ça veut dire que la lectine, elle reconnaît ces sucres, donc le galactose et le glucose, dans la cellule. Ben c'est faux parce qu'on a dit avant qu'on avait perméabilisé, d'accord? Donc, les plaquettes sont non perméabilisées. Donc, ça veut dire qu'en fait, aucune molécule ne peut rentrer à l'intérieur. Les sucres, en fait, ils vont se fixer à l'extérieur de la plaquette. Donc, ça ne reconnaît pas au milieu cytosolique, mais au milieu extracellulaire. La galactosylation de la surface des plaquettes FC devrait prolonger leur durée de vie. Donc ça, c'est vrai, parce que quand on voit en fait la situation rien et la situation incubation avec UDP galactose, et ben on voit justement qu'elle fait passer la phagocytose de 2 à 1. Regardez, je vais vous montrer. Quand on voit phagocytose par les macrophages, on voit bien que ici, on a le chiffre 2, donc quand on n'a rien, alors que quand on rajoute l'UDP galactose, et ben on a 1. Donc ça permet de les protéger contre l'élimination par les macrophages. Maintenant, on va incuber les plaquettes avec ou non donc l'UDP galactose en présence ou non de l'enzyme. On les homogénéise, donc on les mélange, on purifie l'intégrine et on le quantifie. On mesure la quantité des arborisations sucrées fixées à l'intégrine à l'aide des lectines, donc WGA. Donc WGA,
elle va fixer le glucose et qui détecte les résidus, donc glucose, et la lectine RCA qui va détecter la fixation des résidus galactose. Donc l'incubation avec l'UDP galactose, donc ici, modifie l'arborisation sucrée de GP1B. Donc c'est faux. Pardon, excusez-moi, c'est vrai, parce que dans la situation témoin, on n'a que 100. En revanche, l'UDP galactose, on obtient des changements de 40 à 200. Donc, effectivement, quand on a de l'UDP galactose sur l'intégrine, en situation normale, donc on en a 100. Et quand on va passer, en fait, quand on va regarder le RCA, donc qui fixe le galactose, on voit bien que c'est passé à 200. Donc, ça modifie l'arborisation sucrée de l'intégrine. L'incubation avec l'UDP galactose augmente le nombre de sites de fixation de WGA portés par GP1B. Donc, c'est faux. Parce qu'on voit qu'en UDP galactose, on n'a que 40. D'accord? Donc, c'est moins que 100 par rapport au témoin. L'incubation UDP galactose augmente le nombre de fixations de RCA portées sur GP1B. Donc là, c'est vrai, parce qu'on est passé de 100 à 200. Donc en fait, l'UDP galactose, elle augmente le nombre de fixations du RCA, surtout parce que c'est du galactose, et le RCA, il fixe le galactose. L'incubation UDP galactose rajoute des résidus galactose à l'extrémité des résidus N-acétylglucosamine. Donc ça c'est vrai. En effet, le donneur des sucres IDP galactose a pour principe de rajouter les résidus galactose. Donc on les rajoute sur les résidus N-acétylglucosamine. Donc ça c'est vraiment l'endroit en fait de fixation des résidus galactose. Donc tous les items précédents sont vrais, donc c'est faux. Comme on l'a vu tout à l'heure. On peut continuer. Est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant ou je reviens sur des points que vous n'avez pas compris? Non. Vous me dites vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on fait 3 études cinétiques. Alors, les plaquettes incubées avec l'UDP galactose au temps 0. Les plaquettes témoins non incubées. Alors, vous voyez ces chiffres? 1, 2, 3. Donc, en chiffre 1, on utilise l'UDP galactose. En chiffre 2, on utilise des témoins, donc on n'a pas l'UDP galactose, donc on ne leur donne pas de sucre, de galactose. Et en 3, on va leur donner du galactose, mais on va rajouter du froid. D'accord? Donc le chiffre 1, je leur donne du galactose. Le 2, je leur donne rien du tout. Et le 3, je leur mets du galactose et du froid. Maintenant, le stockage à froid pendant 12 jours induit une diminution de la fixation de WGA sur les plaquettes. Donc, voilà, là j'ai mon stockage après 12 jours. J'ai une diminution de la fixation de WGA. Est-ce que j'ai une diminution donc de la fixation de WGA sur mes plaquettes? Donc, hop, attendez, j'enlève ça. Donc, je répète, le chiffre 1, donc c'est les plaquettes avec, donc sans la fixation. Hop. Sans la fixation de... Non, pardon. Les plaquettes numéro 1, je leur ajoute du galactose. Les plaquettes numéro 2, je leur donne pas de galactose. Et les plaquettes numéro 3, je leur donne du galactose, mais je leur rajoute du froid. Donc là, on nous dit justement, hop,
on nous dit justement que est-ce que le stockage à froid pendant 12 jours, donc comme dans cette expérience-là, on a une diminution de la fixation de WGA sur les plaquettes témoins. Donc les plaquettes témoins, c'est le chiffre 2. Ben, on voit bien en fait qu'on n'a pas du tout de diminution. On a au contraire une augmentation par rapport aux plaquettes 1 et 3 où on leur a donné du galactose. Donc ça n'induit pas une diminution de la fixation. Le stockage à froid pendant 12 jours induit une diminution de l'agrégation des plaquettes témoins. Donc, quand on voit l'agrégation des plaquettes témoins, donc les plaquettes témoins, c'est le chiffre 2. Est-ce qu'on a une diminution de l'agrégation? Ben oui, on a une diminution de 80%. Le stockage à froid pendant 12 jours induit une augmentation de la fixation de WGA sur les plaquettes dont l'arborisation a été modifiée. Donc, est-ce qu'on a une augmentation de la fixation de WGA quand on rajoute du galactose? Donc, quand on rajoute du galactose, donc en 1 et en 3, eh ben, on n'a pas du tout, en fait, on n'a pas du tout de fixation de WGA. Donc, c'est faux. L'incubation avec l'UDP galactose peut être réalisée indifféremment au début ou à la fin du stockage, que les résultats seront identiques. Donc, c'est vrai, en fait. En fait, on nous dit qu'on met du galactose ou qu'on met du galactose plus du froid, on aura exactement les mêmes résultats. Ben, c'est vrai parce qu'on voit qu'à chaque fois que les courbes 1 et 3 sont confondues, vous les voyez, elles sont ensemble, par exemple ici, ici ou ici. Donc, ça n'a pas d'incidence en fait, qu'on les mette avant ou après le stockage à froid. Les propriétés fonctionnelles des plaquettes dont l'arborisation sucrée a été modifiée sont presque intactes. Donc ça, c'est vrai. On parle ici des plaquettes qui ont été incubées en galactose. Dans les situations 1 et 3, on voit qu'elles ont exactement les mêmes propriétés d'agrégation. Donc ça n'a pas changé. Donc les propriétés fonctionnelles des plaquettes ne changent pas que je mette du galactose avec du froid ou pas. Voilà pour cette ED sur les plaquettes. Je vous invite à me poser des questions si vous en avez sur cette ED, si vous voulez qu'on revoie qu'on revienne sur certains points. Vraiment, je suis à votre écoute. Est-ce que c'est bon pour vous? Vraiment, n'hésitez pas à me faire part vraiment si vous avez des questions. En tout cas, voilà, cette ED, ça permet un petit peu de voir à quoi vous attendre le jour de l'examen. Donc ces tableaux, il faut bien comprendre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien noter sur une feuille donc à côté de l'ED, sur un brouillon, etc. Les différents, quand vous avez des tableaux, par exemple, le WGA, il fixe ça, le RCA, il fixe ça. Les plaquettes numéro 1, c'est ça. Vraiment pour que les colonnes soient bien claires. Et quand on a une question, pour les plaquettes, voilà, avec un nom, RCA, etc., RT, nanan, vous savez ce que ça veut dire. Comme ça, c'est plus facile, même pour le raisonnement, après pour comprendre et faire le lien avec vos cours de biologie cellulaire. Voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage pour vos révisions et n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour répondre à vos questions. Bonne soirée.